Bienvenue sur Africa 24, dans cette nouvelle édition du QG News, voici les titres de l'actualité. Plus d'un mois après sa formation, quel bilan pour le gouvernement dit d'union nationale au Sénégal? Annoncé le 1er novembre dernier, ce remaniement continue d'alimenter les débats au sein de l'opinion. Est-il finalement bénéfique pour le pays? Élément de réponse dans ce journal. Création de la Société nationale des mines au Cameroun, née après un décret signé le 14 décembre par le président Paul Biya. Sonamine remplace le cadre d'appui à l'artisanat minier. Objectif développer et promouvoir le secteur. Et enfin, bonne performance du secteur agricole en Afrique du Sud. Au cours du troisième trimestre de l'année 2020, les exportations agricoles ont généré 3,2 milliards de dollars. Les détails à suivre dans cette édition. Mais tout d'abord en Guinée, le président Alpha Condé a prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Une cérémonie était organisée ce 15 décembre à Conakry. Dans son discours, le chef de l'État s'est notamment engagé à renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale. Plusieurs chefs d'État africains ont répondu présents à cet événement. Parmi eux, le président du Libéria, George Weah, du Congo, Denis Sassou Nguesso ou encore du Ghana, Nana Akufo-Addo. Rappelons que le président Alpha Condé a été réélu pour un troisième mandat dès le premier tour de la présidentielle avec 59,49% des suffrages. Le 1er novembre dernier, le président sénégalais Macky Sall annonçait la formation d'un nouveau gouvernement dit d'union nationale. Plus d'un mois après sa formation, les questions sont nombreuses dans les rangs de l'opinion. Toujours source de discorde, ce remaniement a-t-il été réellement bénéfique pour le Sénégal? Élément de réponse avec Victoria Sedji. Le 1er novembre 2020, le chef de l'État sénégalais Macky Sall a reformé son gouvernement, un gouvernement élargi d'union nationale selon les termes de l'exécutif. Composé de 37 ministres, dont 4 ministres d'État, il a permis l'intégration de certains membres de l'opposition. L'ancien Premier ministre Idrissa Seck, qui avait claqué la porte du régime en 2013, suite à de nombreux désaccords avec le chef de l'État, a entre autres été nommé à la tête du Conseil économique, social et environnemental. À ce stade de la situation au Sénégal, on ne peut pas parler de gouvernement d'union nationale parce que tous les principaux partis de l'opposition ne sont pas représentés. Même s'il y a Idrissa Seck, notamment avec Rewmi, qui a 2 ministres, même s'il y a des dissidents du Parti démocratique sénégalais, avec Omar Sarr, qui est aussi devenu ministre, on peut noter que des hommes comme Ousmane Sonko, le parti PASTEF de Ousmane Sonko ou bien la coalition de Ousmane Sonko n'est pas entré dans ce gouvernement et Ousmane Sonko est arrivé 3e lors de la dernière présidentielle. Donc à ce stade, on ne peut pas parler de gouvernement d'union nationale. Un mois après, ce remaniement ne fait toujours pas l'unanimité au sein de la classe politique. Au-delà d'une volonté implicite de museler l'opposition, cela traduit, selon certains, l'échec de la gouvernance du chef de l'État Macky Sall. Pour d'autres, un gouvernement national serait légitime en cas d'une crise politique, ce qui n'est pas le cas du Sénégal. Je pense qu'on fait au mauvais procès au président de la République. Il a été très clair, il a lancé un appel et l'appel a eu un écho. Beaucoup de gens ont répondu, beaucoup de chefs de l'opposition ont répondu à l'appel du président de la République. Maintenant, ça a donné ce que ça a donné. L'essentiel, c'est de comprendre que le moment est à l'union de toutes les forces de la nation. La formation d'un gouvernement d'union nationale au Sénégal apparaît pour le président Macky Sall comme un moyen de régler de nombreux désaccords, voire même de réconcilier pouvoir et opposition. Une sorte de prolongement du dialogue national qui visait à décrisper le climat post-électoral très tendu. L'actualité, c'est également la nomination de Kouadio Konan-Bertin au poste de ministre de la Réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Une nomination rendue publique ce mardi 15 décembre dans un communiqué lu par le secrétaire général de la présidence, Patrick Archi. La création de ce ministère avait été annoncée par le président Alassane Ouattara ce lundi 14 décembre lors de sa prestation de serment. Kouadio Konan-Bertin aura pour mission principale de renforcer la cohésion nationale et d'assurer la réconciliation. Pour rappel, celui qui s'était présenté à l'élection présidentielle d'octobre dernier s'était différencié des candidats de l'opposition. Il avait en effet refusé l'appel au boycott du scrutin lancé par le FPI et le PDCI.
Le Cameroun crée la Société nationale des mines. La création de Sonamine a été officialisée par décret signé ce 14 décembre par le président Paul Biya. Cette nouvelle entreprise publique qui remplace le cadre d'appui à l'artisanat minier se chargera de développer et de promouvoir le secteur minier. Philomène Tine. Dans le but de développer et de promouvoir le secteur minier et de gérer les intérêts de l'État dans ce domaine, le gouvernement camerounais a autorisé un décret portant création d'une société nationale des mines dénommée Sonamine. Cette nouvelle entité est une société à capital public ayant l'État comme actionnaire unique. Mais son actionnariat peut être ouvert à d'autres entités publiques et privées selon le décret présidentiel. Alors la maîtrise du secteur minier dans un pays ne dépend pas de la création d'une société minière. C'est une bonne chose déjà qu'on ait une société minière. Le secteur minier a la particularité d'être extrêmement divers. Il y a des mines précieuses, notamment l'or, le diamant, le saphir, mais il y a aussi des minerais. Donc maintenant, il faudra bien savoir dans quel domaine une société comme celle-là pourra intervenir. Et puis il faut aussi dire que le domaine minier au Cameroun n'est pas un domaine qui attire particulièrement de gros investisseurs. Ça veut dire que la société des mines devra apprendre avec les acteurs de terrain qui majoritairement sont des artisans miniers et devra aussi apprendre de la chaîne de commercialisation qui est bien maîtrisée par des individus. La nouvelle société minière du Cameroun va notamment assurer à titre exclusif les opérations d'achat et de commercialisation de l'or et du diamant sur le territoire national. Mais il faut préciser que la gestion des hydrocarbures et des substances de carrière ne sera pas assurée par la Sonamine. Il faudra très bien que la société soit très aux aguets. Et puis tout dépend des secteurs. Il y a des secteurs où on ne peut pas opérer simplement avec une société. Donc il ne s'agit pas juste de voir le potentiel. Il faut voir les charges, il faut voir le passif environnemental. Et ça, c'est très important. Le Cameroun est un pays où l'État n'arrive pas encore à véritablement maîtriser le secteur minier au potentiel immense. Le cadre d'appui à l'artisanat minier indique que le trésor public camerounais perd chaque mois environ 1 milliard de francs CFA à cause de la dissimulation des ressources produites par les sociétés minières dans le pays. Le secteur agricole est en bonne santé en Afrique du Sud. Au cours du troisième trimestre de l'année 2020, les exportations agricoles ont rapporté 3,2 milliards de dollars à l'économie, indique l'Agence nationale des statistiques, soit une hausse de 5% par rapport à 2019. Parmi les produits qui ont connu un franc succès, le vin, le maïs ou encore la canne à sucre. Joël-Marie Ballot. En Afrique du Sud, les exportations du secteur agricole au troisième trimestre 2020 ont généré 3,2 milliards de dollars, soit une hausse de 5% par rapport à 2019. Cette performance est imputable notamment à la hausse des expéditions de vin, de maïs, de canne à sucre et de fruits grâce à la faiblesse du rand. L'Afrique du Sud étant citée comme la première puissance agricole du continent. Mais ce qui paraît peut-être comme une surprise, c'est le maintien de ces performances, la résilience face à la crise sanitaire à laquelle le pays, comme tous les autres pays d'ailleurs, est confronté. Disons pour le rappeler qu'une dualité caractérise cette agriculture. En réalité, nous observons deux types d'agriculture. D'un côté, une agriculture typiquement commerciale, intensive, bien structurée et orientée vers les marchés. Celle-là même qui occupe une place importante dans le système économique. Et d'un autre côté, nous avons une agriculture de subsistance essentiellement pratiquée par les couches démunies et dont les produits servent essentiellement à l'autoconsommation. L'Afrique du Sud, première puissance agricole en Afrique, représente l'un des rares exportateurs agricoles du continent. À travers cette croissance inattendue, le gouvernement sud-africain entend voir les expéditions d'agrumes atteindre un record de 2,5 millions de tonnes d'ici la fin des saisons, alors qu'un volume de 2,5 millions de tonnes de maïs devait être également exporté en 2020-2021. Pour maintenir le cap relativement aux performances déjà enregistrées, il sera question de mettre effectivement en œuvre le plan de relance économique et soutenir l'agriculture de subsistance, notamment en développant les chaînes de valeur et en facilitant l'accès aux intrants et aux facteurs de production à l'instar du capital et la terre. Globalement, le résultat exceptionnel enregistré vient déjouer les craintes formulées un an plus tôt sur la capacité du secteur agricole en Afrique du Sud à faire face à de nombreux vents contraires comme la sécheresse ou la fermeté durante.
La République démocratique du Congo intensifie son combat contre la corruption. À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption, un plan stratégique a été lancé le 9 décembre dernier par l'APLC. Ce plan, qui s'étendra sur 10 ans, comprend 6 points principaux, parmi lesquels la prévention, la sensibilisation ou encore la coopération internationale. Ameneji. La République démocratique du Congo s'est dotée d'un plan stratégique de lutte contre la corruption. Il a été présenté au public le mercredi 9 décembre à Kinshasa par l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption APLC à l'occasion de la Journée internationale anticorruption. S'étendant sur 10 ans à l'horizon 2030, ce plan présente la vision, les orientations, les objectifs et les cibles qui constituent les engagements de l'APLC. Et je crois que toute la population, toutes les institutions, la société civile, le personnel politique, tous considérons que c'est un objectif qui est commun de cette lutte. Le plan stratégique s'articule autour d'éléments tels que les principes fondamentaux du système juridique de la RD Congo, les politiques efficaces et coordonnées de prévention de la corruption, favorisant la participation de différentes parties prenantes, ainsi que les principes d'état de droit, de bonne gestion des affaires publiques. Il était important que la vision de la République démocratique du Congo soit portée à la connaissance tant des compatriotes que de la communauté internationale par rapport à cela. Et montrer que nous avons une vision. Et comme je l'ai dit, c'est un plan mais qui est complet, mais qui d'un autre côté est encore ouvert puisque sur 10, il se projette sur 10 ans et bien sûr nous sommes ouverts aux apports des uns et des autres, y compris de la société civile. Selon les données publiées par Statista Research Department sur l'appréciation de la corruption entre 2015 et 2019, on peut observer que le Congo était un pays hautement corrompu avec un indice de perception de la corruption de 18% en 2019, le positionnant ainsi en bas du classement mondial sur cette période aux côtés de Haïti. Le Niger poursuit son combat contre la pauvreté. Au cours de ces 8 dernières années, 700 000 emplois en milieu rural ont été créés. Une création qui découle de l'initiative 3N, une stratégie mise en place par le président de la République, Mahamadou Issoufou, en vue de lutter contre la famine. Samantha Sabero-Saboubanka. Afin de réduire la pauvreté qui gagne chaque jour du terrain dans le milieu rural au Niger, 700 000 emplois ont été créés dans cette zone durant les 8 dernières années. Porté par l'initiative Les Nigérians nourrissant les Nigérians, 3N, le secteur agro-silvo-pastoral a connu un fort dynamisme résultant de la création de ces 700 000 emplois. Les 3N ambitionnent de moderniser l'arrière-pays en créant encore plus d'emplois. Le chômage des jeunes ainsi que la pauvreté, dont les taux restent relativement élevés en milieu rural, demeure une préoccupation des pouvoirs publics. Grâce à l'initiative 3N, le gouvernement développe et modernise l'agriculture qui constitue l'une des sources principales de revenus de la population rurale, mais aussi l'un des leviers les plus puissants sur lesquels il continue d'agir pour mettre fin à l'extrême pauvreté, renforcer le partage de la prospérité et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Les zones rurales restent les endroits où la pauvreté est très répandue. Le plan d'action de l'initiative 3N a permis de faire reculer le taux de pauvreté en milieu rural, passant de 54,6% en 2011 à 52,4% en 2015, puis à 45,6% en 2018. En outre, le PIB de ce secteur est passé de 1158 milliards de francs CFA en 2010 à 2156 milliards en 2019, soit une augmentation de 86%. Puisqu'un secteur agricole plus productif permettrait aussi l'émergence d'une économie rurale dynamique capable d'offrir des emplois durables et décents aux jeunes ruraux et de freiner l'exode rural qui ne cesse de prendre de l'ampleur dans le pays. Les initiatives se poursuivent pour accélérer cette dynamique et éradiquer totalement la pauvreté en zone rurale au Niger. Dans cette optique, de nombreux autres projets ont vu le jour dans le but d'accroître le rendement agricole. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.